à parcourir ce petit chemin qui est de faire le pont et revenir et venir pour devenir leader. Donc, soyons conscients de ce que nous voulons faire et où nous voulons y aller. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Juste, je prends 2 secondes pour en parler. Swalha n'est pas là, mais nous qui sommes là, nous sommes des Swalha. Je peux parler un peu de Swalha. Swalha, c'est une femme engagée. Swalha, c'est une femme qui positive tout. Et ce qui nous fait marcher en arrière, parce que quelquefois, nous les femmes, on est négatives. On est négatives parce qu'on n'ose pas. Depuis 40 ans, il y a eu quand même beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements et là-dessus, j'en profite pour remercier tous les présidents qui sont passés et celui qui est là. Parce que petit à petit, nous avons percé. Il y a eu des créations des associations de développement, il y a eu des créations des femmes qui osaient aller dans la politique, il y a eu des femmes candidates. Zaharia, elle est là, elle était candidate à la présidentielle en 2006, en 2011, elle était candidate comme vice-présidente en 2006, elle était candidate à la députation, mais nous les femmes, on n'était pas solidaires. Donc, nous devons avoir de l'ambition, nous devons être positifs et nous devons être solidaires. Et nous réussirons. Excusez-moi, je vais juste vous parler d'une histoire que moi-même j'ai vécue. Je suis partie de la France, je suis venue ici pour aller voir des femmes, pour qu'elles se présentent candidates. Des femmes. Il y en a une qui m'a dit, il faudrait que... C'est-à-dire que s'il y a un cadre du parti qui est venu, un homme, qui est venu lui demander ça, elle aurait accepté. À 2 reprises, 2 femmes différentes, et des femmes intellectuelles. Ça veut dire qu'elles n'ont pas voulu me dire oui pour qu'on puisse ensemble aller chercher ce poste. Elles ont préféré rester parce que ce n'est pas un homme qui est venu leur demander. Donc il y a aussi un souci de ce côté-là. Il y a vraiment un souci. Non seulement ils ne m'ont pas cru, parce que c'est ce que j'ai compris, qu'ils ne me font pas confiance, ils préfèrent que ce soit un homme cadre du parti qui vienne les demander. Donc je leur ai dit, vous pouvez toujours attendre. Attends. Donc là, de ce côté-là aussi, nous ne nous faisons pas confiance entre femmes. Il faut qu'on se dise la vérité. On se minimise, on se caricature, on fait tout ce qu'on veut pour détruire la femme, l'image. Parce que la personne qui le dit n'est pas celle qui est au poste. Donc ça aussi, il faut qu'on laisse ça de côté. Parce que ça nuit toutes. Si l'homme qui est à côté de vous, femme, vous entend réduire votre sœur en miettes, alors que vous aspirez même à ce poste, c'est qu'il vous regarde de travers. Ça, il faut que vous le sachiez, chers mesdames. Donc, il faut qu'on prenne conscience de beaucoup de choses. Nous sommes des femmes et nous sommes ensemble. Nous sommes des sœurs. La chose que j'ai remarquée et qui m'a frappée quand j'étais en France, c'est qu'à n'importe quel problème qui vous amène dans un bureau, s'il y a une femme qui est là, elle va toujours vous tenir la main et vous lever à vous mettre debout. Parce que c'est une femme comme vous. Donc pourquoi ne pas prendre cet exemple? Merci, je reviens vers vous. Je vous donnerai 3 époques où la femme a joué un rôle. Vous verrez l'évolution de la femme avant d'entrer dans ce qu'on appelle la 4e époque de la femme. C'est celle que nous vivons maintenant. Il y a eu la première époque avant l'indépendance, où la femme n'aspirait pas du tout à occuper un poste politique. La femme était là
pour aller faire la campagne pour l'homme. Puis il y a eu la période après l'indépendance, la période révolutionnaire, où c'est là où la femme a compris qu'elle est l'égale de l'homme et qu'elle peut l'égaler dans tous les domaines. Là, la femme vraiment a compris qu'elle est un être humain, comme l'homme. On a commencé, malheureusement, la période n'a duré que 2 ans, donc l'élan a été brisé. La période 3, c'était la période de la notabilité. La femme a régressé encore parce qu'elle a entériné et intériorisé le fait que la femme doit être derrière l'homme. On a fait ça pendant, je crois, 12 ans. Et nous avons eu une 4e partie qui a été l'avènement de la démocratie. Alors là, les femmes, encore une fois, se sont réveillées et ont compris que c'est le moment d'entrer en action. Aujourd'hui, on passe une autre partie de notre vie parce que la 4e partie, on a initié la femme au poste politique. Nous avons eu la première femme ministre, la première femme députée, on a eu des directrices générales un peu partout, on a eu une ambassadrice, donc ça commençait quand même à se concrétiser. Et maintenant, nous voyons dans cette partie de la vie que les choses sont plus faciles que pour nous, à condition d'être à la hauteur. Quand je dis à la hauteur, c'est de mener le même combat que l'homme. Il ne faut pas s'attendre qu'aujourd'hui, nous allons recevoir dans un plateau d'or le pouvoir. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Parce que nous sommes maintenant des cadres. Vous êtes des hauts cadres. Avant, on comptait du bout des doigts les filles bachelières. On comptait du bout des doigts les filles qui ont fait des études supérieures. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cadres filles, des ingénieurs, des médecins, des docteurs en chimie, en droit. Nous avons vraiment la matière grise qui est là maintenant chez nous, les femmes. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent faire de la politique. Il faut aimer ce qu'on fait. Quand tu aimes ce que tu fais, même si tu veux aller réparer des voitures, tu pourras les réparer. Mais on parle de celles qui aspirent une carrière politique. Il faut déjà, vous, nos petits-enfants, nos petites filles, parce que ce sont nos petites filles maintenant qui sont dans les écoles, dans les collèges, dans les universités. Soyez compétitives, foncez. Il ne faut pas accepter des faveurs dans l'éducation. Il faut être compétitif. On veut des femmes qui sont compétentes. La méritocratie doit être la base de toute fonction qu'on va occuper. N'acceptez pas les fonctions de complaisance. Ça nuit à nos personnalités, ça nuit à notre image et on continuera à nous piétiner parce que nous ne l'aurons pas mérité. Maintenant, vous devez éviter le slogan « à compétence égale, on choisit une femme ». Allons-y nous battre et mériter. Il faut faire un concours à compétence égale. Même on peut faire un tirage au sort. Celui qui gagne, il va gagner. Mais on n'accepte pas les facilités, ni les faveurs, ni les cadeaux. Nous devons mériter
ce que nous avons. Bonjour. Juste, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai vécu. J'étais membre de FAWECOM Comores. On avait signé un contrat avec tous les présidents des îles Comores pour demander qu'après le réussite, on doit avoir des places spéciales pour les femmes dans le gouvernement. Mais on était ensemble, tous les membres de FAWECOM. Mais dès que les présidents sont élus, les partis contre, les membres des partis contre n'ont pas accepté d'aller ensemble chercher ce qu'on a prévu. Et donc, pour montrer que les femmes, nous avons un combat de longue haleine, et là, ce combat est à l'intérieur de nous, parce que c'est entre nous, les femmes. Merci. Une petite pause d'un instant, s'il vous plaît. Donc, à la demande de son Excellence le gouverneur, nous allons changer le programme qui a été fait. Nous allons appeler plutôt les représentantes des femmes, les lycéennes qui vont parler des trois autres femmes ici présentes. Donc, nous allons appeler dans cet ordre Shaima. Shaima qui doit être... Shaima. Est-ce que Shaima peut venir, s'il vous plaît? Shaima qui va parler donc pour Mme Zaria Saïdanet. Pour Zaria Saïdanet. Non, je viens de dire Shaima pour Mme Zaria Saïdanet. Oui, il y a eu un changement de programme, c'est pour pouvoir parler en fait des femmes qui sont présentes ici. Donc nous allons appeler donc une partie du deuxième groupe des lycéens. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce que je retiens du parcours de Madame Zaria, c'est qu'elle est originaire de Mouali et a grandi à Moroni. Sa mère était venue en effet s'installer à Moroni avec ses frères et sœurs. Son père était policier et a pris sa retraite lorsque sa mère est retournée à Mouali. Elle est mariée et a 2 enfants et elle est professeure d'éducation physique. Elle avait l'habitude de voir les femmes au foyer, mais elle a remarqué que pendant les campagnes électorales, les femmes jouent un rôle si important. Cependant, il était rare de voir des femmes en politique. Elle a décidé de s'engager dans ce domaine pour démontrer que la politique n'était pas réservée qu'aux hommes. Elle a commencé dès son enfance en devenant sportive et enseignante d'éducation physique, métier qui était réservé qu'aux hommes. Et elle s'est inspirée de cela pour se lancer dans la politique en refusant de croire que c'était réservé qu'aux hommes. C'est ainsi qu'elle a décidé de se porter candidate aux élections présidentielles, considérant qu'elle était une candidate comme les autres et pas seulement qu'une femme candidate.
Elle témoigne qu'elle s'est battue contre les pressions qu'elle a subies pour ne pas se porter candidate. Son entourage l'a toutefois encouragée, l'a soutenue et l'a motivée. Elle a eu la chance d'avoir un entourage très ouvert et très libéral. Certains clubs sportifs l'ont adoubée et, en tant que membre d'associations féminines liées au développement, elles l'ont également soutenue. Elle considère, de par son parcours, que les femmes sont confrontées à de nombreux obstacles dans la vie politique, notamment des lois et des institutions discriminantes qui limitent leur possibilité de se porter candidate à un mandat politique. De plus, elles ont moins de moyens pour suivre des formations, nouer des contacts et bénéficier de ressources nécessaires pour devenir des dirigeantes aussi performantes que les hommes. Toutefois, elle soutient que la société comorienne n'est pas un obstacle à ce sujet, car les femmes qui se lancent dans la politique sont considérées comme les autres personnalités politiques. La participation politique des femmes nécessite donc de la volonté et de l'abnégation. Les conseils que j'aimerais donner à toutes les femmes qui souhaitent faire de la politique sont les suivants. Il faut sensibiliser les femmes à participer à la vie associative. Il faut beaucoup plus de sensibilisation pour participer à la vie politique et pour la jeune génération, il faut adhérer aux partis politiques, oser prendre des postes à responsabilité. Il faut aussi avoir le courage de s'y mettre et avoir confiance en nos capacités et nos désirs. Merci, Madame Zaria. Ce que je retiens de ce parcours inspirant, c'est l'audace d'avoir osé se porter candidate à la plus haute fonction de l'État et de ne pas avoir cru que les femmes ne le pouvaient pas. Comme disait un homme qui a aussi osé le faire, alors que d'autres l'en croyaient incapable, yes, we can. This is our dreams, and we can do it. Merci. Je retiens aussi le conseil que vous faites de militer dans la vie associative et de s'engager dans les partis politiques. La leçon est retenue, je vous en remercie. La question que j'aimerais donc poser à nos marraines est la suivante. Je suis heureuse d'avoir découvert qu'une femme avait osé se lancer dans les élections présidentielles et aussi de voir qu'une femme a été élue gouverneur d'une île. J'aimerais savoir, au-delà du droit que nous avons de nous présenter à toutes les élections, si selon vous, notre pays est prêt à voir une femme comme moi devenir présidente de l'Union des Comores. Merci. Merci. Excellence, Madame la gouverneure de l'île de Yazija, Mesdames et Messieurs, chers jeunes en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord de remercier Excellence Madame la gouverneure d'avoir honoré le pays, particulièrement les femmes de ce pays,
et remercier EKES et dire merci à tous les partenaires et à ceux et celles qui sont de près ou de loin, qui sont là pour nous soutenir. Encore merci. Permettez-moi encore une fois de parler en bref de la journée du 8 mars par rapport à la situation des femmes dans notre pays, au Comores. Le 8 mars, comme nous le savons tous, c'est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire la situation, sinon le bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations des femmes militantes organisent des événements partout dans le monde pour fêter. C'est un mot qui me pique beaucoup quand je dis fêter en cette période de 8 mars ou en ce mois de mars. En tout cas, fêter les victoires et les acquis. Et surtout, faire entendre nos revendications. Je vais aller un peu plus vite par rapport à notre présence ici. Quand je suis ce que je suis là, aujourd'hui, sinon quand nous sommes ce que nous sommes là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un grand monsieur dans ce pays qui a pris en compte nos revendications. À l'occurrence de son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Pour pouvoir parler valablement de la femme aujourd'hui, je pense qu'il est mieux de jeter un coup d'œil sur le rétroviseur pour voir ce qui était la femme hier et son évolution depuis les temps loin derrière nous jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes les sociétés, quand je dis les sociétés, c'est dans toutes les sociétés au monde. Dans les temps très reculés des époques, la femme était destinée et éduquée pour servir et prendre soin de l'homme. C'est ainsi que la femme n'allait pas à l'école, mais recevait à la maison juste des conseils pour devenir une bonne épouse. On lui apprenait à faire les bons plats cuisinés pour son mari, à lui donner toutes les satisfactions qu'il a besoin et se charger seul à l'éducation de ses enfants. Petit à petit, à force de lutte et organisation, de lutte pour les femmes, le statut féminin a beaucoup évolué progressivement jusqu'à nos jours, avec beaucoup de reste à faire, bien entendu. Dans certains pays ou dans
sociétés, notamment occidentales, l'évolution de la femme est plus en avance par rapport à d'autres, comme celle du monde arabe, où l'évolution est là. L'évolution est là, mais juste là, mais avec beaucoup de retard par rapport aux autres. Mais cela ne va pas dire qu'il ne faut rien. Il y a quand même du positif. Mesdames et messieurs, chers jeunes, pour répondre à la question, pour savoir si la société comorienne est prête à avoir une femme comme présidente des Comores, il n'y a aucune raison à ce que je réponde par la négation, puisqu'ils ont été bien capables d'élire une femme gouverneure en Gazidja, où la pratique des coutumes ne sont guère différentes dans les autres îles. Et pour mon cas personnel, comme vous le savez, j'étais en 2011 candidate à la présidence de l'Union des Comores, mais après discussion et organisation dans un groupe de plusieurs personnes de ma mouvance politique de l'époque. Cette mouvance était dominée par des hommes, mais par rapport aux rares femmes que nous étions. Et pourtant, j'ai vu ma demande de candidat finalement acceptée au détriment des candidatures de mes collègues masculins. Bon, moi, Hélène, que je suis, de mère, grande comorienne de père, mais en tout cas, la Constitution nous a donné le choix. Soit tu es moyennienne, soit tu es grande comorienne en matière d'élection. Donc, les moyenniens et moyenniennes avaient choisi ma candidature et avaient par là montré qu'une femme pouvait être candidate et présidentielle. Et donc, avec de la volonté et de la persévérance, je crois évidemment à un futur proche que j'espère possible qu'une femme accède à la magistrature suprême de ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Zahra. Maintenant, nous allons appeler Mademoiselle Khadija pour Madame Andamati Mikdal. Khadija. Bonjour, messieurs et mesdames. Ce que je retiens du parcours de Madame Andamati, c'est que son cousin, Hassan Ali, un grand leader politique de l'époque à Mouali, élu 2 fois député, a été sa source d'inspiration. Elle a lutté pour qu'un président moellien soit élu, car aucun n'avait été choisi auparavant. Elle trouvait qu'il était injuste que 2 députés seulement représentent Mouali au niveau national. C'est cette absence des moyens sur la scène politique comorienne qui l'a poussée à s'engager en politique.
lorsqu'elle a été élue maire. Elle a fait partie des fondatrices de l'Association des maires des Comores et on a profité pour sensibiliser les femmes sur les élections communales. À l'époque où elle était maire, la mairie n'avait pas beaucoup de moyens financiers. Elle a pourtant construit le marché pour permettre aux femmes, notamment, de vendre leurs produits à l'abri. Les habitants devaient payer la place au marché 100 francs par jour, ce qui permettait de faire fonctionner la mairie. Elle réunissait les femmes tous les 15 jours pour échanger et organiser l'entretien de la ville et des plages. Elle a pu également financer un camion pour le ramassage des ordures ménagères dans la ville. Elle a pu également financer un camion pour le ramassage des ordures ménagères dans la ville. Lorsqu'il fallait lever des fonds, elle organisait des événements pour en collecter, par exemple, à l'occasion de la fête nationale le 6 juillet. Elle a initié également la course des femmes. Elle affirme dans son témoignage qu'elle aurait aimé en faire plus pour les femmes moyennes, mais hélas, la mairie n'avait pas les ressources. Elle ne s'est pas portée candidate pour un deuxième mandat de maire. Pourtant, les habitants de la ville de Fongoni l'ont réclamé. Les conseils que j'aimerais donner aux femmes qui souhaitent faire de la politique sont les suivants. Il ne faut pas que les jeunes femmes aient peur. Il ne faut pas que les jeunes femmes aient peur de faire de la politique. Il ne faut pas qu'elles se découragent et elles doivent avoir conscience que c'est important pour elles et pour le pays. C'est également important de discuter avec les maris pour qu'il n'y ait pas de problème dans les couples. Une fois le mari conscientisé, il pourra aider à l'organisation de la vie de famille au quotidien pour faciliter l'engagement politique de la femme. Beaucoup de femmes échouent et se découragent à cause de leur mari. Ils peuvent nous empêcher d'avancer et faire barrage. Merci Madame Adamati. Ce qui m'inspire chez elle, c'est l'amour de son île. Elle s'est engagée pour défendre la représentation de son île au niveau national. Et je vois à travers cela le patriotisme et l'amour de sa terre qui doivent inspirer toute la génération que nous sommes. Je vois aussi, comme pour beaucoup d'autres témoignages, l'importance d'avoir l'accord à nos maris. Et je retiens le message. La question que j'aimerais lui poser ainsi qu'à toutes nos marraines est la suivante. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi elle ne s'est pas représentée à la mairie et si elle se voit se présenter de nouveau à la mairie ou aux élections de députés. Ensuite, ma deuxième question concerne la place des femmes dans le monde rural. On l'oublie trop souvent, mais la population de notre pays est en majorité rurale. Et les défis des femmes que nous sommes ne sont pas les mêmes que celles des femmes en milieu rural. J'ai le sentiment qu'elles sont exclues. Et je voudrais savoir ce qui peut être fait pour améliorer également leurs conditions et leur participation à la vie publique dans leur localité. Merci. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir l'autorisation de tenir la main de Madame Adamati Nikidadi, s'il vous plaît? Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Assalamu alaikum watukufu. Je m'excuse pour les invités qui se trouvent ici avec moi. Je m'exprime en langue nationale. Ikao shukuru yao jitihadi zao hata wagira tarasuligano na jarabarana kwezi watukufu maambasade Union Européenne uamrikao mwakusudia kujotukuza kitengolino siku ya leo imajurnalisti watu kwezi iwanduane mwali kusudi mbangoja msaidia iwana watu wajuwangu majarano ulipozema Kristiano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siwoshi ya marahaba ijitihadi kao mwaifanya maana wame de msimani kwa zinogozo za rogo la wako pia zinogozo zako leuka sijitolea haruma siasa akiswa turumenti ya mali wala la wakuu wakati huko tunakuwa lazima watu washoa maruhe sijitambulisa ile ni marusi watu washetio alhamdulillah rabbil alamin mjuu wangu baba waya kwamba sifanya siasa akati paraumera akati wahabazari ikaonge ibabo watu washendo walio babo hawasikini ya imamu na wakoke Timothy juani na waone wanu ikaomba wafanye siasa dede wasikishihao na ila mwiko mwana na mlamoe wanata manani wani utisa ya ukama mana indini tapoze makati wano kwa voto wa mamera babu tapoze udepute daba kestio yahi tapoze mana chologa mzima amtama lunge lime ngone na mshagulia mtoto kwa manasino mana mahereza ni hiyo makati hiyo babu tikana maha sitini dede jitihadi babu ilazimishwa leo waandika wa masoma mlio na diploma mlio na wanga chupa wa kasoma mafamila wale malahoni wahime mrenge zikawa nazani mwana washe alhamdulillah ya shukuru basa na gongolwao ndio takamfunda kwa basi nitamakali rukopia na wahua basi rasoma kasoma sitowase mifano yangu babu ambayo kuelezea uswafi ama siasa ni waluano wa lola ngoza hola baskiri de wajomba de wananya na kanisa ni mpandia ngina wewe hamia batina wala na hangalo de kau kufanya kidogo kana wabele zangu basi wanata msirede nyuma na pende waluano mwafanye mwarote mwana atawasimbele yote ishato baonao population ya common kabusi mfaume maana mmeyo ngehimo maana waka wa majalu na kama namba mshelo leo na vasu wao na jaluzi ya noka na ngoma wahulegeza ni nyuma babu kunaonda bana babu kunaonda hayo babu kunaonda babu yule ndio swati amambioni maana msifanya tifungulwa wana mambo siasa na urudio na wameana hapa asikwezi watukufu jitihadi zangu kama mademile mazata mpaka darasa sazia sami babele bana ana mahaba mchosia
sio shida mjata kasisha. Dei bozi raha ambalo daiwanyo. Madam Guvernera Rwanda ngomana yanifurahisha. Arwanda makatako vote wa atawasifu wami nona na mtikatija wanuzu. Rabu hausaidi ya wami kula mkucho mtisabariki. Wamsinogo tahapa titio za magamzare na ngoe. Wami ni wana mrusha shangulia, wami ni wabili awe. Wami tikaha malamu pati yangu tijinani, pati yangu tijijeje, baba mtina ujuane. Kasa ukote alimbradi mto mruga, alimbradi kampanya, alimbradi mto usaidia, hatama mjida, alimbradi mto na namjwe hali. Yode lani ya rasmu mana kasina solidarite. Wando wacheka kasina solidarite. Lazimishwa rizingaliane. Risaidiane. Mura jombe no mnyangu mrushe. Lazimela wachoka. Wale wale ya faraja. Wale ya somo njini. Ile wale kila kwa wale waso magaya na mtiti wana. Bonsa. Amwamioni ya ukamba. Na mkena jitihadi. Na mkena jitihadi. Tena na mkena jitihadi. Akarwaswili. Rwaswili. Hauzu mdestu waswili na karizikalia. Na manu wasine wengi. Amregeyo harme kestiyo gani? Kestiyo gani ni mwanangu mjuma mbana ntisayo kamba dema famulila yani dewaja tukaomba walio mijini uho ila kwa tufanya jeje ata wasaidiwa wajauta wake anafasi wanyatu wale wao wafanya pei politiki zino maana wao wale wao watu wa makarini wangia malahuni wa because na chida basi na chida lazimishwa kula mradi kama para ndugu zao wasaidia awasaidie maana wasema kwa jikapili yao wa harweni wa sonyao wa fanyos commerce wa limao na tu huko zia association wa limama timati wa jiregroupe gogo basi bekar para bahati waswali washende wanua mgulio bana na serikali yoka na msaidie maana Nuoge zero na wao wajao kwa dadamu watawaishi wasomese iwana wafanye siasa dezinchida babu ngamuhanwa uboshi ya barabara sisi kabile wanangu dezi noko zangu ndo ukamoja na uboshele ya barabara hamara ngira tena guverneri iweka mbachilata arwasudisha bana na serikali yo kamili ikawa mbaitendo na mheshimiwa Bwana Azali nilio bana leo jambo lile ni masi ya shukuru yao na umidhia na mkwato tutaambia kama waweze na imaha ya lunga na ya lunga mjeni pale nyumba wani ndio kuweka plastiki zetu tuna nasi kidogo mbaliani na msaidiane. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Madame Andamati David, pour votre intervention et merci pour la promotion de notre langue comorienne. Donc, j'appelle Mademoiselle Kibatou pour Madame Bouchrati Abdelhalim. Kibatou là. Bonjour à tous. Ce que je retiens du parcours de Madame Bouchrati, c'est que c'est à Djoézi, sur l'île de Mouali, qu'elle est née et a effectué ses études primaires et secondaires. Elle a ensuite obtenu une licence de philosophie à l'université d'Akatso à Antananarivo, Madagascar. De retour sur l'île, elle a enseigné au lycée de Fomboni et a été animatrice au projet Adduction d'eau de la FADESIM sur le financement de l'ADF. Elle a également occupé différents postes de l'administration de l'État comme secrétaire particulière de la coordination de la République, directrice administrative et financière à la présidence, ministre de l'Environnement puis de la Santé et commissaire national. Au moment de l'édition du livre, elle était conseillère du gouverneur de l'île de Mouali, chargée de la promotion du genre.
Elle est également impliquée dans de nombreuses associations telles que l'association mohélienne des étudiants à Madagascar, où elle était trésorière, et le réseau Femmes et Développement de Moali, où elle était vice-présidente pendant 4 ans. Depuis le lycée, elle a commencé à avoir le sang chaud de la politique, car au village, elle appartenait à un groupe de jeunes qui soutenaient la candidature d'un député. Par la suite, son souvenir le plus récent remonte à la tournante où elle s'est fortement engagée, faisant partie des personnes qui ont bien milité pour cela et a même été la porte-parole des femmes mohéliennes au niveau national. Quand un Mohélien a pris le pouvoir, ce fut une grande première pour elle. Cela a donné du dynamisme politique à l'île et les femmes ont commencé à avoir des idées politiques. Grâce à son enseignement en philosophie, elle a pu bien comprendre la politique et s'adapter à la vie quotidienne de la population en ce qui concerne cette politique. Personnellement, elle n'arrive pas à se retenir dans les périodes électorales et prend souvent les devants, soit pour se présenter comme candidate, soit pour soutenir quelqu'un d'autre. Lors des élections des gouverneurs et du président de l'Union, le gouverneur de l'île a soutenu la candidature de la femme pour devenir commissaire national chargé du genre, grâce à la politique d'ouverture du président de la République. En tant que deuxième commissaire national au genre, il a eu l'opportunité de diriger 12 projets de la consolidation de la paix, ce qui lui a permis d'acquérir beaucoup de connaissances dans divers domaines. Elle a dû laisser son mari et leurs grands-enfants à Moali, et elle est partie avec son plus jeune fils de 3 ans. Elle a également mis en place une confiance avec l'équipe du commissariat et les bailleurs, et a travaillé de manière transparente pour réussir plusieurs projets. Elle a accompli beaucoup de choses importantes. Sa contribution au code de la famille, qui a été vulgarisée à l'échelle nationale, et sa mise en place de la politique de solidarité aux Comores sont parmi les plus significatives. D'autres réalisations, notamment visant à améliorer les droits des femmes, sont la création du service d'écoute via la ligne verte pour les enfants victimes d'agressions sexuelles et la mise en place d'un système d'aide sociale des familles démunies par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le lancement du chantier de construction de logements sociaux pour les victimes des intempéries en Burundi. Les conseils que je donnerai aux femmes qui souhaitent faire de la politique sont les suivants. Il ne faut pas se décourager, car il s'agit d'une question de changement, de comportement qui demande beaucoup d'efforts et de temps. Il faut s'engager avec conviction dans les partis politiques et prendre le devant, car la politique est un combat de tous les jours. Si on abandonne, il n'y aura jamais de changement réel et équitable. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui commencent à s'engager. On sent une évolution en cours, mais on ne la discerne pas encore. Ce que je retiens de ce parcours inspirant, c'est la volonté de mettre ses connaissances au service de son pays et de sa communauté. C'est de l'altruisme. Je vois également son grand dynamisme et cela me conforte également dans la croyance que nous, femmes, pouvons agir et accomplir de grands résultats. Merci Madame Bouchrati pour cela. Merci. La question que j'aimerais lui poser, ainsi qu'à toutes nos marraines, est la suivante. J'aimerais avoir votre regard global sur le futur des femmes aux Comores et aussi sur nous, en tant que vos filles. Nous qui sommes censés poursuivre votre combat, mais qui sommes sans doute différentes de vous. Qu'aimeriez-vous nous dire, compte tenu de votre parcours, de ce que vous voyez en nous, pour les combats futurs que nous devrons mener? Merci à tous. Madame la gouverneure, chers collègues, les femmes de vous qui se trouvent là-bas, parce qu'il y en a
Bonjour. Avant de répondre à la question, j'aimerais dire quelque chose sur le parcours. Surtout, j'aimerais vous dire que je milite beaucoup dans les associations que dans la politique. Et vous dire surtout que je suis membre fondatrice de l'ONG IFAB. Je vis naître cette association. Je le tiens la main jusqu'à faire ses premiers pas. Lorsque j'étais commissaire à la promotion du genre. Et maintenant, retourné à Maghedi, je suis le représentant de l'IFAB. Sur les questions posées, je crois que c'est à deux niveaux. On m'a demandé de faire de montrer l'avenir des femmes qui nous sommes maintenant, les femmes, c'est-à-dire les femmes d'aujourd'hui, et l'avenir des femmes, des filles, des futures filles, et montrer aussi le combat qu'ils vont amener demain. Juste, je vais dire aux femmes ici présentes, les femmes d'aujourd'hui, qu'il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher parce que le combat que nous menons est de longue haleine et que ce combat demande vraiment notre force et notre courage. Il faut que nous soyons fortes et courageuses pour combattre. Pourquoi? Parce que c'est une question de changement de comportement. Ça demande de la patience parce que c'est un long temps. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde l'assise, nous qui sommes là, nous avons des grands-mères et des mamans. Ce qui veut dire qu'on n'a pas commencé aujourd'hui. Les résultats qu'on a aujourd'hui, ça a commencé depuis. Madame Soutou a montré un peu le parcours des femmes congolaises. Et là, j'aimerais dire aux autres femmes, aux femmes que nous sommes ici, que notre avenir est prometteur sur l'égalité des femmes, parce qu'on n'a jamais pensé qu'un jour, il y aura une femme gouverneure. Et maintenant, il est avec nous. Là. Je voudrais aussi dire aux femmes, à toutes les femmes comoriennes, qu'on doit être utopiste. Utopiste parce que celui qui ne rêve ne réalise rien. Notre réussite dépendra de notre engagement. J'aimerais aussi dire à nos filles que j'ai bien dit que là, nous sommes assis en tant que grand-mère et maman. J'aimerais que vous rejoigniez le groupe. Pour préparer notre avenir. Les filles, vous savez que l'éthique peut nous aider beaucoup à réaliser nos souhaits. Alors que vous êtes plus facile à manipuler l'éthique plus que nous. Surtout en matière de communication, il faut être pro. Donc les filles, il faut être sur les TikTok et dire aux gens et parler beaucoup de l'évolution de la femme
Comme ça, je suis sûre que ça va booster notre combat. Merci. Merci à toutes d'avoir répondu aux questions des jeunes lycéens ici présents. Nous avons fini avec les femmes qui sont présentes ici. Donc nous allons passer à une série de questions qui sera posée par les jeunes lycéens présentes par rapport aux femmes qui sont absentes mais devraient être là. Donc à cela s'ajoutent les réponses seront données par les femmes ici présentes. Donc j'appelle Soumaya pour la question de Madame Kabila. Merci. Bonjour à tous. La question que j'aimerais vous poser, ainsi qu'à toutes nos marraines, est la suivante. Nous parlons d'égalité des femmes et des hommes, et votre parcours illustre beaucoup d'obstacles que vous avez surmontés brillamment. J'aimerais connaître le regard que vous portez sur l'évolution du regard des hommes et du patriarcat et sur le combat des femmes depuis que vous avez commencé. Et pensez-vous qu'ils ont un rôle à jouer? Merci beaucoup. Qui veut répondre à cette question, mesdames? La question va être reposée. La question que j'ai posée, nous parlons d'égalité des hommes et des femmes. Et votre parcours illustre beaucoup d'obstacles que vous avez surmontés. J'aimerais connaître le regard que vous portez sur l'évolution du regard des hommes et du patriarcat, sur le combat des femmes depuis que vous avez commencé. Et pensez-vous qu'ils ont un rôle à jouer? Qui va répondre? C'est une question posée à toutes nos marraines, toutes les marraines. Donc la question, si je la reformule, c'est de savoir comment est-ce que vous voyez l'évolution du regard que les hommes posent sur la société comorienne et surtout sur vous, les femmes. L'évolution de notre patriarcat ici au Congo. Et si j'ai bien compris, si vous pensez que les hommes ont un rôle à jouer pour justement l'évolution des droits des femmes. Donc vous êtes libre, chacun d'entre vous peut y répondre. Bonjour. Bien sûr que les hommes ont un grand rôle à jouer et nous serions vraiment, comment dirais-je le mot, nous serions vraiment naïfs si on ne tenait pas compte du pouvoir des hommes, de l'influence des hommes sur ce combat. Et c'est pour cela que moi, par expérience, je voudrais dire ceci. Les hommes doivent être avec nous dans ce combat. Parce que nous avons des hommes sensibles au genre. Nous avons des hommes qui peuvent vraiment nous aider. La preuve en est que jusqu'aujourd'hui, nous avons toujours des hommes à la tête de l'État. Et pourtant, nous avons tous constaté que nous avons évolué jusqu'à la situation actuelle où nous avons une femme gouverneure, 4 députés et même une vice-présidente à l'Assemblée. Nous avons des maires, nous avons des directrices et nous espérons que la liste ne va pas s'arrêter là. Nous avons beaucoup de femmes responsables. Vous avez le commandant Torabi et tant d'autres femmes qui sont à la tête des grandes institutions. Donc ces hommes-là, nous avons maintenant, il y a un concept que nous, à la CNDHL, nous avons embrassé ce concept et nous vous invitons toutes et tous
à venir réfléchir ensemble sur ce qu'on appelle la masculinité positive. Donc, c'est ma contribution là-dessus. Moi, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je pense que le train est déjà en marche en ce moment. Les hommes commencent à intégrer le fait que la femme aussi a sa place dans l'Union des Comores, à prendre des responsabilités. Maintenant, c'est à nous aussi, femmes, de rester soudées et de se soutenir, à aider à ce que la femme aussi évolue. Le fait que j'ai été élu gouverneur aussi montre combien l'homme aussi commence à reconnaître la présence de la femme au sein des institutions. Certes, ce n'est pas tous les hommes qui vont l'accepter, ne nous leurrons pas, mais nous avons quand même des personnes, des hommes qui nous font confiance, qui savent que nous pouvons faire quelque chose dans ce pays, que nous avons notre part à remplir, et donc nous devons aussi, avec ces réflexions, il faudrait que nous aussi, ça nous renforce quelque part. Et je pense que l'idée que la femme puisse accéder encore plus à des postes très importants, pour moi, c'est quand même un grand espoir. Parce que le monde évolue et les hommes aussi évoluent. La pensée n'est pas la même, certes, mais je pense que ça commence à faire son chemin dans la tête des hommes, que la femme peut aussi accéder à des postes de responsabilité. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand une femme veut aller dans la politique et accéder vraiment à réussir, il faudrait qu'elle parle vraiment franchement avec son conjoint, avec sa famille, et demander aussi leur soutien. Parce que c'est la base, je pense que c'est la base. Il y a des hommes qui interprètent mal notre ascension. Et puis il y a aussi des femmes qui pensent que si on est à égalité, on fait tout ce qu'on veut. Non, ce n'est pas l'égalité que nous voulons. Et nous pouvons trouver des hommes qui détournent cette égalité en essayant de nous mettre dans des situations embarrassantes. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Parce que nous avons le droit à avoir des chances comme tout le monde. Et le droit d'accès nous est permis aussi. Donc c'est des droits à nous-mêmes que nous devons défendre. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas avoir certaines possibilités d'évoluer dans la vie publique et dans la vie familiale. Donc c'est à nous-mêmes de prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons, notre valeur à nous. Nous avons de la valeur, nous savons trouver les choses où ils sont. Comme dans toutes choses dans la vie, il faut aller les chercher. Il faut se battre pour l'avoir. Et tant que ça, ce n'est pas rempli dans nos têtes, il faut déjà que nous-mêmes nous le voulons pour que nous puissions trouver d'autres personnes pour nous aider. En l'occurrence, les hommes. Voilà ma contribution. Salam alaikum. Moi, je pense que nous toutes, les femmes qui sont là, nous avons réussi. Nous avons réussi parce que là, on parle de la politique politicienne, parce qu'on veut être candidate, on veut être présidente, on veut être gouverneur, etc., etc. Mais quand on regarde autour de nous, beaucoup de femmes émergent actuellement, dans tous les secteurs. Je vois des jeunes qui osent prendre des responsabilités, qui osent faire des prêts, ce qui ne se passait pas avant, qui osent aller à la banque, amener leur or, ou bien mettre en hypothèque leur maison pour créer une entreprise. Donc moi je trouve que nous sommes gagnantes et nous avons tous réussi. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut continuer à faire, c'est d'avoir, je répète encore, une motivation. Il faut être motivé.
Il ne faut pas regarder derrière. Regardons en avant. Hier, nous étions soutenus par les papas, les tontons, les frères. Maintenant, ces papas, ces tontons, ces frères sont fatigués. Les oncles maintenant ne construisent plus la maison de leur nièce. Les frères autant. Parce que on est sur le même banc, surtout vous les jeunes là maintenant, avec vos frères. Vous êtes au lycée ensemble, à l'université ensemble. Vous continuez vos études ensemble. Et au retour, chacun s'occupe de sa vie personnelle. Le garçon veut se marier et fonder un foyer. Toi, la femme, la fille, tu veux te marier, fonder un foyer. Donc l'oncle ou le frère qui construisait pour la nièce ou la soeur, maintenant il faut compter un tiers. Vous voyez, donc ne nous minimisons pas. Nous avons réussi. Nous allons réussir. Et nous réussirons. Maintenant, vous voyez des femmes directrices, des femmes inspectrices, des femmes ambassadrices. Et dans le milieu rural, les femmes travaillent beaucoup la terre. Les femmes qui amènent tout ce que nous mangeons ici en ville, ce sont des femmes. Donc, ce qui manque maintenant, comment s'entraider? Parce que les femmes rurales, même si elles veulent réussir, mais il faut qu'elles aient un appui matériel, un appui financier. Donc tout ça, il faut que nous soyons ensemble pour s'entraider, pour se former en leadership, et je pense que nous y arriverons. Nous avons réussi et nous allons réussir. Merci à vous, mesdames, pour votre intervention. J'aimerais souligner qu'il y aura une troisième partie dont il y aura un débat, donc nous allons pouvoir élargir par rapport aux questions. Donc j'aimerais, pour respecter le temps qui a imparti, qu'une personne puisse répondre à la question. Donc j'appelle Rachaïma pour Madame Secrétaire. La question, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. La question que j'aimerais poser à nos marraines est la suivante. Nous constatons l'existence de beaucoup de femmes militantes dans les associations. Pourtant, elles ne se lancent pas en politique. J'entends dire que c'est parce que le milieu politique est parfois considéré comme dangereux, voire malsain. Avez-vous ce jugement sur le milieu politique? Et comprenez-vous ces hésitations des femmes? Et surtout, quels conseils donneriez-vous aux femmes militantes du milieu associatif qui hésitent encore à faire le pas en politique? Merci. Une réponse, s'il vous plaît, mesdames. Merci, mademoiselle. Les femmes qui sont dans les associations, elles ont fait le choix d'être dans des associations, certes, mais c'est à partir des associations qu'on fait de la politique. Parce qu'on est déjà devant, on côtoie les personnes, on se mobilise, on est au service de la population, je veux dire. Donc, c'est la voie tracée pour aller vers le leadership. Maintenant, je comprends leurs anxiétés ou leurs préoccupations en disant que le monde politique, il est un peu barbare, si on veut. Peut-être elles ont raison, mais peut-être aussi, mais c'est leur choix, c'est normal qu'ils aient cette préoccupation. C'est normal. Et je leur comprends, parce que c'est vrai, quand on voit l'image qu'on donne, quand on entend les insultes qu'on profère aux femmes qui sont dans la politique, je peux comprendre leurs préoccupations. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, il faudrait aussi qu'elles se disent, est-ce que je vais rester là à écouter qu'on insulte ma soeur ou qu'on la dénigre, ou je vais aller l'aider, ou je vais être comme elle et aller encore plus loin avec elle ou sans elle, mais il faut que j'aille moi aussi. C'est ce pas qu'il faut qu'elle franchisse. Il faut que la femme arrive à se décider, à franchir ce pas, parce que peu importe ce qu'on peut dire sur les femmes qui sont en politique,
leurs insultes. C'est pas là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elles font. C'est là où elles ont décidé d'y aller et leur but, est-ce qu'elles y arrivent? Est-ce qu'elles font quelque chose de bon dans tout ce qu'elles font? C'est ça qu'il faut regarder. La positivité de ces femmes-là, ce qu'elles apportent à la société, ne pas les insulter. Ça, c'est, pour moi, c'est pour ne pas aller à la politique et un échappatoire, si vous voulez. Parce que, sans doute, la route, elle est longue, elle est dure, elle est pleine d'embûches. Mais elle a décidé de franchir, d'y aller. Malgré tout, les insultes, malgré toutes les embûches qu'il y a sur son terrain, sur son passage, mais elle a décidé d'y aller parce qu'elle veut vraiment apporter à sa nation quelque chose. Elle veut marquer, elle veut se démarquer même dans la vie de l'État, de la nation. Il faut qu'elle marque son nom et elle a décidé. Donc, il y a juste un pas à franchir et je pense qu'il n'y aura plus d'hésitation. Tant qu'elle est convaincue de ce qu'elle veut faire, tant qu'elle a confiance en elle, tant qu'elle sait qu'elle peut réussir à ce qu'elle veut faire et qu'elle a un objectif, en aucun cas elle ne peut pas ne pas y aller. Mais le problème qui se pose, c'est de franchir, d'être capable de faire face à ces insultes et de leur dire, moi, ce que vous dites ne m'intéresse même pas. Je ne suis même pas là pour les entendre. Mon objectif, c'est là, c'est d'aller là-bas. Le reste, pour moi, c'est rien du tout. C'est comme ça qu'on devrait faire si on veut vraiment faire de la politique. Parce que même si vous ne faites pas de la politique, même si vous faites autre chose, vous allez toujours rencontrer des difficultés. Tant qu'à faire, allez-y là où vous avez décidé d'y aller. Et il faut qu'on reste confiante. Il faut rester positif dans tout ce qu'on peut vivre malgré tout. C'est mon choix. J'ai choisi, j'assume. Il faut aussi savoir assumer, prendre ses responsabilités. Voilà. Merci. Excellence Madame la Gouverneure, merci pour votre intervention en franchise. Sans plus tarder, nous allons appeler Mademoiselle Asna Ali pour Madame Asna. Bonjour, chère marraine. Ce qui m'a inspiré de venir devant votre haute personnalité, c'est le parcours que vous avez mené et l'amour que vous avez donné aux jeunes comme nous de suivre votre exemple. Je ne veux juste pas être une femme, je veux être une femme leader et me projeter loin dans l'avenir. Et pour cela, je vous remercie à toutes. Ma question est la suivante. Après le parcours brillant que vous avez mené, pouvons-nous aujourd'hui nous réjouir des résultats atteints? Quels seraient selon vous les défis qui nous attendent, nous, la nouvelle génération? Merci. Une réponse, s'il vous plaît, mesdames. Merci ma petite fille. C'est une question très très pertinente. Déjà, je vous donne deux citations parce que votre question s'enchaîne bien avec la question qui a été posée à Madame la Gouverneure. Je vous donne juste avec sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut toujours s'attendre que la facilité ne donne pas toujours de bons résultats. Deuxièmement, je vous donne encore ce proverbe, les chiens aboient, la caravane passe. Alors, le conseil que je vais te donner ou à toutes tes sœurs, c'est qu'il faut déjà être performant. Foncez dans vos études, allez à fond du savoir pour être compétitive sur le terrain de la profession et de la politique.
Parce que la politique, c'est pas, je ne dirais pas pour les ignares, c'est trop, il faut avoir aussi quelque chose dedans. N'importe qui ne peut pas se considérer politique parce qu'on a une grande gueule. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est ça qui fait que ça échoue. Alors, pour les filles, nous devons faire la politique autrement, c'est-à-dire une politique dans une tête bien faite et bien pleine. C'est la première condition. Deuxièmement, vous allez recevoir des coups. Vous allez être insulté. Il faut en recevoir. Il faut en donner aussi. Parce que quand tu es sur le terrain de bataille, il faut esquiver les coups, les recevoir, mais être aussi capable de riposter et d'en donner autant que vous recevez. Donc je vous demande, il ne faut pas faire de la politique que quand vous êtes convaincu que vous aimez la politique. Et quand on parle politique, il faut bien nous comprendre. Il y a la politique politicienne. Ce n'est pas celle-là que nous voulons. Parce que la politique a plusieurs définitions. Nous avons la politique de la santé, la politique de l'agriculture, la politique. Tout ce qu'on fait, il y a de la politique dedans. C'est la manière dont on va mener cette conception. Donc là, la politique en général, quand on parle, c'est quand vous voulez vraiment contribuer d'une manière politique au développement de votre pays. Vous devez avoir des stratégies. Et d'ailleurs, je dis souvent aux femmes, nous ne sommes pas assez stratégiques. Notre combat aurait pu arriver à terme depuis longtemps parce que le terrain n'est pas aussi défavorable qu'on le croit, à mon avis. On a eu une première femme ministre à un moment où on ne s'attendait pas. Il n'y a eu aucune résistance. On n'a pas vu des religieux défiler pour montrer leur mécontentement. On a vu, mais ça s'est passé. Nous avons été à des élections alors qu'avant, on nous sortait des versets de Coran comme quoi la femme ne peut pas aller aux élections. Quand nous avons eu un président qui nous a ouvert la porte d'aller aux élections, un président démocratique, nous sommes partis, on était, je crois, 11. Nous avons échoué. Il y en a qui ont échoué à la première étape, 2 qui restaient. Nous sommes allés au deuxième tour et nous avons échoué. Quand il y a eu encore des législatives, les femmes qui étaient avec moi ont désisté. Aucune n'est allée aux élections. Moi, j'ai récidivé, j'ai rébelloté. Et c'était vraiment un acte sauveur qui vous a sauvé, vous les femmes. Parce que j'ai eu des obstacles infinis. Et ça, en politique, c'est courant. Il ne faut pas avoir peur. Et j'ai gagné. C'est ça qui a fait de moi la première femme députée, parce que non seulement j'ose, mais je résiste. Je résiste à tout. Même jusqu'à maintenant, je reçois des coups, et des coups très durs parfois. Et pourtant, je les défie. Je continue mon chemin. Et j'ai un slogan qui est pour moi une phrase chère, une phrase fétiche. Je ne m'arrêterai que quand le moteur s'arrêtera. Quand mon cœur cessera de battre, alors je m'arrêterai. Mais tant que mes jambes me porteront, tant que mes yeux verront,
Tant que mes oreilles entendront, tant que ma main pourra écrire, je serai là, qu'on le veuille ou non, et je défie qui que ce soit qui veut se mettre à travers mon chemin. Je marcherai sur cette personne comme un lion marche sur les obstacles. Merci, madame. Merci, Excellence Madame la Gouverneure. Chère dame, je voulais rebondir sur l'intervention de la grande dame qui est à côté de moi, parler de son... la grande dame, par rapport à l'historique, par rapport à son passé, et par rapport aussi à la nouvelle génération. Pour la nouvelle génération, après nous, je donne le conseil de bien observer l'évolution du parcours de la femme dans sa lutte pour l'égalité réelle avec les hommes et de tout faire pour faire mieux que nous. Je répète, de tout faire pour faire mieux que nous. Et j'ose espérer que ce soit dans votre génération qui sortent des futurs politiciens et des grands politiciens, des grosses têtes en matière de politique et présidente des grandes institutions, et surtout des institutions internationales. Voilà ma petite contribution par rapport à l'intervention de Madame Sitourada. Merci. Merci beaucoup à vous, mesdames, pour votre intervention. Une seule intervention. J'aimerais juste vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que moi, j'avais peur. Mon premier entrée en politique, c'est grâce à Madame Sitou et Madame Mohamed. Ils ont passé à mon mairie, ils ont trouvé des discussions sur moi, parce qu'on m'a appelé à être ministre, et moi, je refuse. Parce que j'avais peur. Même maintenant, là, si on m'appelle à être le président du monde, je serai prête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Donc, sans plus tarder, au bout du temps, je vais appeler Jean-Farouk pour la question de Mme l'adjudant. Messieurs et mesdames, bonjour. La question que j'aimerais poser à nos marraines est la suivante. J'aimerais connaître, après tout ce parcours, votre sentiment personnel. Si vous deviez faire le bilan de tout ce combat, êtes-vous fier ou avez-vous des regrets? Et si oui, lesquels? Et surtout, si c'était à refaire, le referiez-vous? Merci. Merci, Chantal. Nous allons prendre une seule intervention, s'il vous plaît, mesdames. Merci. Bon, là, chacun va s'engager. Moi, je m'engage personnellement que je ne suis pas déçue de tous les combats que j'ai faits. Parce que, comme je le dis, la politique, comme ça a été dit par mes sœurs, la politique, elle est partout. Et tous les obstacles, on les trouve partout. En étant directrice, en étant secrétaire générale, en étant gouverneur, en étant agricultrice, on a toujours des obstacles. Donc, moi, je suis fière parce que j'ai milité depuis, mais depuis 40 ans, je vois qu'il y a une grande évolution. Même si aujourd'hui, on dit qu'il n'y a qu'un seul femme ministre, ça, c'est politique. Donc, pour arriver au gouvernement, je pense que les femmes doivent rentrer dans les partis politiques
pour défendre ses droits et arriver à un poste ministériel. Parce que le poste ministériel, ça se partage quand tu ne peux pas rester chez toi en tant que femme et attendre qu'un baillet va se battre et puis elle vient te dire, mon agent, je t'offre cette place. Tu ne peux pas. Donc, si aujourd'hui nous avons une seule femme ministre, c'est dommage et c'est regrettable. Parce qu'on avait bien commencé. Dans Azali 1, il y avait 3 ou 4 femmes ministres. Autant de président Taki, paix à son âme, il y avait 4 femmes ministres, je pense pour toi. Il y avait Mme Amina Kassim, il y avait Mme Sofa Bourouane. Tout ça, où sont ces femmes? Au moment de... nous avons notre soeur Malène Chachek, qui était ministre de l'Éducation et secrétaire général du gouvernement, etc., etc. Mais le problème, c'est que on t'a nommé ministre et après, tu restes chez toi. Tu ne continues pas à te battre. Donc ça, c'est un poste politique. Mais pour les autres postes, il faut apprendre. L'a dit Madame Sitou l'a bien dit. Et pour d'autres postes aussi qu'on gagne avec un décret présentiel, il faut toujours se mettre dans la tête qu'on va avoir des obstacles. Parce que l'homme qui est à tes côtés, il veut t'enlever et prendre la place. Il va te créer 1000 problèmes pour que tu te fâches parce que tu es une femme. Une femme ne doit pas se fâcher. On se fâche à la maison. Mais dans les bureaux, dans le cadre du travail, il faut se montrer apte. Moi, je suis fière parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes qui ont une responsabilité dans des postes où on ne parlait que des hommes. Ici, dans la salle, vous avez une dame qui est commandant au port. C'est pas commandant donné, elle a fait des études d'être commandant. Lève-toi, Tolabia, on te voit, madame le commandant. Vous voyez, ça c'est des postes. Avant, on le donnait aux hommes. Mais elle a fait des études pour être commandant. Je ne sais pas comment on appelle, de port ou de bateau. Donc, elle est commandant et elle s'impose. Donc, imposons-nous partout où nous sommes. Même dans notre quartier, dans notre région, imposons-nous. Et quand on s'impose, on peut gagner ce qu'on veut. Et dans les bureaux, imposons-nous. Moi, aujourd'hui, quand on te dit que tu n'as pas bien travaillé, et toi, qu'est-ce que tu as fait depuis le matin? Il ne faut pas accepter. Impose-moi, je pense qu'il faut s'imposer. Il faut savoir qu'on est aussi autorité, comme les hommes. Mais tout ça, c'est un conseil que je donne à mes enfants là. Tout ce que nous faisons, il faut le faire avec respect. Il faut le faire avec respect. Parce que nous, les femmes, on est fragiles. Et qu'est-ce qu'il y a plus grand dans la vie? C'est la dignité. Donc, on fait le combat dans le respect et gagner sa dignité. Voilà. Mais moi, je ne suis pas, je suis fière. Je suis fière, il y a une avancée. Pour que nous ayons plusieurs ministres, rentrons dans la politique. Les élections vont avoir lieu d'ici bientôt. Donc, soyons ensemble, présentons nos candidatures, soutenons-nous et à la vie. Merci à vous, madame, pour votre intervention qui a été bien décrite, comme vous l'avez dit. J'appelle maintenant Mademoiselle Kauta pour la question de madame Sarachou. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. La question que j'aimerais poser à nos marraines est la suivante. Ma question concerne l'influence des contextes sur la réalité des Comores. À cet effet, j'aimerais savoir quel regard vous portez sur vos sœurs comoriennes qui se battent aux Comores dans d'autres contextes sociaux que ceux de la France.
Quel point commun vous voyez dans vos combats et quels conseils voudriez-vous nous donner? Merci. Merci beaucoup. Cette question était vraiment adressée à Sarah Sony, puisqu'elle concernait la différence des contextes entre l'Europe et les Comores. Madame Sarah Sony, qui devait nous rejoindre, malheureusement, n'a pas pu être avec nous. Je ne sais pas si l'une d'entre vous souhaite répondre, si nous communiquons la question et que nous laissons répondre. Puisqu'elle concernait vraiment la différence entre les deux contextes, et je pense que c'est elle-même qui est plus à même de la connaître, sauf si vous souhaitez contribuer à la réponse à cette question. La question qu'elle posait, pour la reformuler, s'adressait à Sarah Sony. Sarah Sony qui, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sarah Sony, elle a été, c'est une Comorienne déjà, c'est une Comorienne qui est de la diaspora comorienne, qui s'est illustrée également dans le milieu politique, particulièrement en France. Elle a été la porte-parole de la France insoumise avec Mélenchon, à l'époque où Mélenchon était candidat à la présidentielle. Elle a aussi quelque chose de très fort, c'est qu'elle est sportive. Et je me rappelle à l'époque où nous avions identifié son profil, elle était, tenez-vous bien, championne du monde de kickboxing. Donc ça nous avait fortement impressionné. Nous avions voulu donc, avec bien sûr les femmes en politique, pouvoir l'insérer dans ce livre. Et la question qui a été posée par la lycéenne, c'était justement de savoir, puisqu'elle évoluait en France, dans la diaspora française, de savoir en fait si au vu des différences qu'elle voyait entre les contextes de la France et les Comores, s'il y avait des messages qu'elle voulait adresser aux femmes comoriennes. Donc je pense que cette question effectivement s'adressait beaucoup plus à elle. Et si vous, qui avez vécu dans notre contexte, pouvez contribuer à la question, à la réponse plutôt à cette question, vous êtes bienvenue. C'est à vous de voir. Je vais essayer de juste illustrer un petit peu son portrait et de ce qu'elle fait. Je sais qu'elle dit toujours qu'elle préfère prendre des coups sur le ring que prendre des coups en politique. C'est pour ça d'abord qu'elle s'entraîne beaucoup en boxe, parce que pour aussi essayer d'évacuer un peu. Et c'est une figure très emblématique pour une femme comorienne. Elle est aussi la porte-parole de Mélenchon, M. Mélenchon, cette jeune femme. Donc elle était vraiment très partie pour venir ici avec nous et être avec nous ensemble. Mais c'est dommage avec les grèves en France et les trains, les transports. Donc elle n'a pas pu malheureusement être là avec nous. Mais c'est juste qu'elle partage ces moments-là avec nous ensemble. Elle essaiera aussi de venir, avant la fin de l'année, venir ici pour nous voir et partager ensemble. Mais je pense que la différence entre les Comores et la France, on va dire qu'elle n'est pas énorme, parce que c'est toujours les mêmes embûches, c'est toujours le même frontal qu'on a à Troyes. Donc je pense que c'est les hommes et les femmes qui changent, mais sinon le but est le même, le combat est le même et les embûches sont les mêmes. À part que la France est un grand pays et nous non. Mais soyez certains que la lutte elle est la même partout où on est, partout où on se trouve, c'est toujours les mêmes difficultés qu'on rencontre. Seulement, elle a su se démarquer par rapport à d'autres et elle a su s'imposer. Mais sinon, et puis notre pays, c'est nous qui allons le faire évoluer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons le président de l'Union africaine qui est comorien. Et c'est quand même une chance. C'est jamais vu et on ne l'a jamais, peut-être que personne n'a jamais pensé qu'un jour, les Comores pourraient être à la présidence de l'Union africaine. Donc tout évolue dans la vie. Ce que les difficultés que Sarah rencontre aujourd'hui, elles sont les mêmes que celles que nous rencontrons ici, en tant que femme, en tant que politicienne et en tant que leadership aussi. Donc partout où on se trouve, il y a toujours les difficultés sont les mêmes. Du moment que le combat est le même, c'est sûr que nous allons retrouver les mêmes difficultés. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Effectivement, nous comprenons mieux ce que vous êtes en train de dire. C'est universel.
le combat pour les droits des femmes est universel. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui est une journée internationale des droits des femmes. Les difficultés que les femmes rencontrent aujourd'hui, ici au Comores, sont à quelques exceptions près, à les mêmes qui sont rencontrées en Italie. Donc merci beaucoup à nos lycéennes pour avoir partagé avec nous ce qu'elles ont compris de la lecture du livre sur les femmes en politique, sur les questions en politique. C'était un moment, je pense, très fort pour vous aujourd'hui de pouvoir les rencontrer. Vous avez vu ce qu'elles ont dit, vous avez compris ce qu'elles ont dit, vous avez rencontré aujourd'hui. Vous avez pu leur poser des questions. Parce que ce que nous souhaitions aujourd'hui à travers cet échange intergénérationnel permettre justement à vos marraines de pouvoir en parler. Et j'aimerais vraiment qu'on applaudisse encore une fois les lycéennes de l'école communautaire franco-arabe dans la Saint-Denis de Lyon. Donc voici qui conclut cette première partie. Il y a une deuxième partie qui va arriver tout à l'heure. Et je vous propose une pause artistique pour permettre déjà de reposer un peu et de passer ensuite à la seconde partie qui permettra à des étudiantes et à des personnes de la société civile d'interroger non seulement les femmes en politique, mais également des personnes, des institutions que vous inviterons également pour pouvoir participer au débat. J'appelle Elassad. Elassad, s'il te plaît, si tu peux venir sur scène pour pouvoir faire la prestation. Merci. Merci beaucoup à vous. Atampakanda hapo kama garanao inafa limeendao na utialimba hunu pale di people hapo wakati hunu garjohenda na urenga na pose haulindi ya hamanga bo na marafali mpiti wa maranyasi kao kufanyo na sketch wa muziki. Atampakanda pamoja na usiku wa saa 9 inshallah.